Pendant longtemps, j'ai cru que quand j'allais travailler, je devais essayer d'optimiser au max mon temps de transport. Dans le métro, je lisais de la doc, je réécoutais des interviews, je passais même des coups de fil, souvent interrompus dans des tunnels. Bref, je suis sûrement passée à côté de pas mal de rencontres. Et puis, récemment, j'ai dû installer un bureau dans ma chambre. Alors pour moi, aller d'un point à un autre, filer à un rendez-vous, c'est soudain devenu une respiration dans ma journée de boulot. Et pour fabriquer cette série, dans ma quête de sérendipité au travail, j'ai donc décidé d'écouter les conseils de sérendipitologues. Alors, j'ai marché. D'abord dans des parcs, parce que je me disais que je serais plus ouverte aux rencontres. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tout le temps en train de travailler, c'est ça? Comment? Vous travaillez tout le temps, c'est ça? Ouais, là j'enregistre un peu les oiseaux. Ça c'était au début de cette enquête. J'essayais encore d'être efficace, donc j'avais mon micro ouvert, même en promenade, au Luxembourg, quand j'ai rencontré Georges. Bonjour, je m'appelle Georges. Et très vite, on a parlé de travail. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? J'ai une carrière professionnelle, disons, dans le monde des transports, et même à la RATP. Une de mes spécialités, vers la fin, c'était, et c'est toujours, la réflexion sur le futur. En fait, Georges travaillait à la RATP pendant plus de 35 ans. Il était directeur de la recherche, de l'innovation et de la prospective. Ça se travaille, le futur. Hein. On pourrait même dire qu'il faut travailler son futur, comment on travaille ses muscles, enfin, vous voyez. Lui, il ne parle pas de transport, mais de mobilité. Et en parlant avec Georges, j'ai donc découvert qu'à la RATP, on prend la sérendipité au sérieux. Vous voulez un café? Je peux vous offrir un café? Alors, je lui parlais de ce podcast. Moi, je prépare une série de podcasts sur la sérendipité. Donc moi, je cherche à savoir comment je peux créer de la sérendipité dans mon travail. Et tout le monde m'a dit, il faut marcher, il faut lâcher prise. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut toujours sortir de chez soi. Moi, j'ai une expression que j'aime bien, c'est parfois je vois dans la rue des choses que j'ai sur le bout de la langue. Si vous ne l'avez pas sur le bout de la langue, vous n'allez pas le voir. Je pensais à ça dans le bus. Hein. La sérendipité, c'est juste un des mots assez drôle. Hein, et c'est une puce à l'oreille, quoi. On se dit peut-être qu'il y a d'autres manières de penser, d'autres manières de voir. Hein. Dans le travail, comment ça s'articule? Dans le travail, bien souvent, les formes organisées par la société sont des formes qui tendent à tuer l'imagination, la créativité, la sérendipité et la vie. Est-ce que dans votre travail, Georges, à la RATP, vous avez essayé de réorganiser la mobilité, les transports, ou le métro, ou le bus, pour qu'il y ait plus de sérendipité? Est-ce que concrètement, il y a des choses possibles? Je vais vous paraître vraiment très compliqué, hein, Élodie. Il faut arrêter d'être concret. Mais oui, parce que quand vous voulez être concret, vous arrêtez de réfléchir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut s'intéresser à ce qui n'est pas de votre ressort. Quand vous exercez un métier quel qu'il soit, quand vous avez l'esprit ouvert, peut-être que vous êtes sensible à d'autres choses en même temps. Et c'est cette sensibilité à d'autres choses en même temps qui peut-être rendra votre travail plus profond. Peut-être. Et mon idée que je défendais, que je pratiquais, était qu'il fallait plutôt perturber les décideurs. Leur dire ce à quoi vous travaillez, qui est très important, c'est vrai, mais il y a plein d'autres choses tout aussi importantes que vous ne pouvez pas voir. Et c'est autre chose qu'il faut regarder. Vous pouvez nous donner un exemple concret? Lorsque on a commencé à suggérer que dans les transports, la partie immobile du transport était aussi importante que la partie mobile. Hein. Je veux dire par là tout simplement, intéressons-nous davantage aux arrêts de bus. C'est ça, je le prends comme exemple simplement d'un changement de focale. The title of the email was Serendipity at the bus stop. So. Oh yeah, yes, I remember. Et tout d'un coup, tout s'éclaircit. Alors, sérendipité. Et c'est le mot d'origine, c'est serendipity en anglais, c'est ça. Hein. C'est assez à la mode comme terme, mais c'est parfois un peu obscur. C'est la découverte fortuite, c'est ça? C'est la boule de neige. Quand t'arrêtes de la secouer, ça y est, tu vois enfin la tour Eiffel, quoi. Vous m'interrogez sur ce qu'on peut faire en pratique.
On peut faire en pratique, c'est aller visiter dans les différents pays du monde pour voir comment sont les arrêts, par exemple. Hein. Bon, ça rejoint un peu la sérendipité. Je pense qu'un des principes très importants dans toutes sortes d'activités, c'est la curiosité. Comment on peut susciter la curiosité, développer sa curiosité? Peut-être qu'une des premières façons, c'est justement de ne pas essayer de résoudre des problèmes tout de suite. On considère en général un bon professionnel comme quelqu'un qui a un problème et qui le résout. On se fixe un objectif et on y va. Et on essaie de se donner tous les moyens pour y arriver. Eh bien, quand vous faites ça, vous êtes sûr que vous n'allez rien inventer. Simplement, ça dépend si vous croyez que vous êtes dans un monde à peu près stable, où il s'agit de faire ce qu'on a à faire, ou si vous croyez comme moi que nous sommes dans un monde qui a besoin d'être complètement réinventé. Et si vous croyez ça, alors il ne faut sûrement pas réaliser des objectifs. C'est révolutionnaire en fait. Mais non, je ne sais pas. Est-ce que vous ne croyez pas, vous, qu'on est dans un moment de l'histoire humaine où il faut vraiment réinventer? Il faut perturber. Pas perturber négativement, perturber positivement. Vous voyez, si Steve Jobs s'était demandé comment faire pour améliorer un téléphone, il n'aurait pas inventé le smartphone, évidemment. Le smartphone qui est devenu, en quelque sorte, la grande innovation de notre époque, au fond, hein, qui a bouleversé tellement de choses. C'est tout sauf une amélioration d'un téléphone. Ça n'a rien à voir avec un téléphone, en fait. Si vous pensez que le métro est un système de transport, vous n'allez pas le réinventer. Vous allez l'optimiser. Il faut garder ça comme modèle. Le métro de demain aura autant de rapport avec le métro d'aujourd'hui que le smartphone avec le téléphone. Maintenant, dites-vous ça pour n'importe quoi. Le travail d'innovation, le travail du futur, c'est cette attitude-là. Il faut savoir, d'ailleurs, parfois, en tout cas, faire le pari de l'inefficacité apparente. Et si vous avez suffisamment de patience aussi... Pardon, je vous coupe. Il y a une femme, pieds nus, oui. avec un bâton, elle marche pieds nus dans la ville. Oui. Non, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle est hyper moderne. Ah ouais. En plus, elle a un grand bâton en bois, là. Avec une plume? Avec une plume qui vous donne l'impression que c'est un chaman, enfin bon, je sais pas trop quoi. Paradoxalement, elle est plus urbaine que vous et moi. Alors, si au cœur de Paris, au Jardin du Luxembourg, on peut rencontrer des chamans pieds nus plus urbaines que moi, et que Georges, de la RATP, pense que... Marcher est une activité magique. C'est peut-être que je dois vraiment changer de focale, perturber, essayer de penser tout comme Steve Jobs quand il invente le smartphone. Alors, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un qui pense l'avenir d'un produit en inventant complètement autre chose. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Anne Thévenet à Bitbol. Et là, je me suis tout de suite dit que cette rencontre sentait bon. Ça sent les fleurs, oui. Ben oui, on est dans un jardin, enfin dans une cour d'immeubles, très précisément. Anne est directrice prospective et nouveaux concepts chez Danone, c'est-à-dire qu'elle est chargée d'inventer toute nouvelle idée susceptible de faire bouger le groupe ou ses marques, que ce soit en termes marketing, RH, social ou sociétal. Voilà. Elle n'a ni budget ni équipe, ce qui l'oblige à inventer et à convaincre en permanence. Elle a créé des nouveaux types de yaourts pour Danone, comme les 2 vaches ou le skyr islandais. Mais surtout, Anne a inventé des choses auxquelles sa boîte ne pensait pas. Repenser le travail en agissant aussi avec d'autres boîtes, par exemple. Elle a notamment donné naissance au programme Eve pour développer le leadership des femmes dans le monde et à Octave qui favorise les relations intergénérationnelles au boulot. On est loin des yaourts. Alors, je me suis dit que la sérendipité ne lui était sûrement pas étrangère. Et dans votre boulot au quotidien, est-ce que la sérendipité, c'est quelque chose qui vous parle, Anne? Mais non, c'est amusant. C'est un mot que j'employais, et que j'emploie d'ailleurs encore assez souvent, et notamment dans mes présentations. Je finis toujours par ça. Donc, je ne sais pas comment vous êtes arrivé à moi, d'ailleurs, sur ce sujet, mais... Par hasard. Mais par hasard, un hasard créateur. Mais je crois beaucoup en la sérendipité, vraiment. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à aller dans des endroits où je ne sais pas très bien pourquoi j'y vais. Et même des fois, parce que j'ai quand même un agenda très très chargé, des fois je me dis mais c'est pas possible, mais pourquoi j'ai dit oui à ce truc? Ça n'est pas possible, je ne peux pas y aller. Puis je me dis mais non, j'aurais dit oui, je peux pas leur dire non, bref. Je finis par y aller. Et comme par hasard, alors que je suis en train de pleine réflexion sur un sujet, comme par hasard, il va y avoir quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va dénouer le nœud que j'ai dans la tête. Donc c'est cette
côté gratuit, cette capacité à avoir les sens en éveil et à choper les trucs qui passent, dont on ne va pas forcément se servir immédiatement, mais qui reste quelque part dans la tête. Et à un moment, pof, ça va se connecter, ça va se coller et ça va rouvrir d'autres horizons. Bon, pour moi, c'est ça la sérendipité. En fait, c'est peut-être ça la chance. C'est la croyance que finalement, les choses vont se mettre en place. C'est étonnant parce que finalement, il n'y a pas cette espèce de hargne aussi à vouloir réussir, à vouloir attraper le truc. Parce que des fois, quand on l'a, et pourtant ça s'appelle de la volonté, c'est génial aussi, mais le truc s'échappe. Alors que le côté cool, ça va arriver quand ça va arriver. Voilà, il faut avoir une certaine décontraction et confiance. Il y a peut-être une magie des choses qui quand même se mettent en place. Ça demande aussi quand même pas mal de persévérance. En fait, c'est une combinaison entre ne rien lâcher et lâcher prise. Mais oui, c'est ça, c'est compliqué, hein, en fait. C'est exactement ça, c'est joli. Serendipity, c'est un flottement, c'est quelque chose qui est a priori gratuit au départ, dont on ne sait pas du tout ce que ça va vous apporter. Parce que, en fait, quand on travaille, on a peu de temps et on essaye de faire des choses efficaces. Donc, on essaye de ne faire que des choses qui vont dans le sens de là où on pense qu'on doit aller. Voilà. La serendipity, c'est pas ça. En fait, la serendipité vous aide à vous doter à l'intérieur de vous-même de choses dont vous ne savez pas exactement si et quand elles vont vous servir. Le problème de la serendipity, c'est que ce n'est pas une efficacité immédiate. Or, le bureau recherche quand même une efficacité immédiate. La serendipity, c'est plus une créativité différée. C'est-à-dire qu'il faut laisser du temps au temps. Oui, voilà. Ce qui n'est pas totalement ce qu'on vous demande au bureau. Quoique, on a des espaces, effectivement, où on peut s'installer, mais je ne sais pas si on peut planer quand même très longtemps au bureau. Sans qu'on vous dise, mais qu'est-ce que tu fous ? Tu n'as pas de crayon, tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as personne avec qui tu parles, et ça fait 2 heures que tu es là sur ce fauteuil. Oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas, du coup, repenser ou réinventer le rapport entre créativité et productivité ? Il faut les deux. Et il est possible que nos entreprises soit plus calé en maximisation de la productivité. Je ne trouve pas le mot qui pourrait aller avec maximisation, mais quand, effectivement, lâcher prise de la créativité. Ça peut changer ? Ça doit changer. De toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Le monde va vers ça. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui partent vers des startups, qui ont envie de créer leur propre entreprise, parce qu'ils essayent de garder ça, mais c'est compliqué parce que plus on grandit, plus on grossit, plus on a besoin de structures, de guidelines, de garde-fous, de règles communes de vie. Pas facile de créer des espaces de sérendipité dans les grosses boîtes. Quoique, il y a peut-être une grosse boîte qui fait un produit que j'utilise tous les jours, qui semble avoir intégré ces bulles de temps en suspens. Pour continuer en français, appuyez sur cette boîte. C'est Google. Bienvenue au bureau de Google France. Alors j'ai appelé Julie un matin tôt à New York. J'ai fait la routine du matin, les enfants, le chien, le truc. Je suis prête à démarrer la journée. Chez Google, Julie est chargée du brand marketing et de la stratégie de marque de plusieurs produits, dont Android, Google Play, Chrome ou Chromebook. Alors j'avais l'impression que Google était donc la boîte high-tech qui pratiquait le plus la sérendipité en laissant un max de temps libre à ses employés, notamment dans ce que Google appelle les Hack Days, ces fameuses journées de temps libre. Pourtant, chez Google, le mot sérendipité est absent des process. Exactement. On ne l'emploie pas du tout. C'est un mot qu'on n'utilise pas, mais il est au cœur de tout ce qu'on fait. Le fait d'avoir finalement assez peu de hiérarchie verticale et d'être toujours dans la collaboration... Tout est très data-driven, mais en fait aussi pour favoriser la sérendipité. Donc, par exemple, on a ce système de 20%. Tu peux, quand tu as une équipe et que tu as besoin d'aide sur un projet, publier des jobs en interne qui sont des jobs 20%, des 20% projects. Donc, et quelqu'un peut postuler et dire je vais passer 20% de mon temps sur tel ou tel projet. C'est très populaire. C'est très utilisé en interne parce que ça permet aux gens justement d'aller... de façon proactive et volontaire, trouver en fait la prochaine opportunité et s'ouvrir les yeux, être curieux,
rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est la meilleure façon de faire apparaître la sérendipité et de saisir les opportunités dans un contexte de travail pour éviter au maximum de s'enfermer dans des trucs trop rigides et laisser l'improvisation faire sa magie. Et je pense que oui, en fait, il y a énormément de décisions et de systèmes d'organisation chez Google qui sont en place parce qu'on croit à ça. La relation à l'échec aussi, ça c'est un truc qui est, je pense, plus général dans la tech, mais la valorisation et la célébration de l'échec, ça montre aussi l'importance de la sérendipité. C'est-à-dire que, alors oui, on peut avoir des choses qui ne marchent pas, mais c'est pas grave parce que dans chaque challenge, il y a une opportunité derrière. Et ça, la célébration de l'échec, c'est très très important dans la culture de la boîte. Et une fois encore, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas que Google. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que en regardant pourquoi ça n'a pas marché qu'on peut trouver la prochaine opportunité. Je pense que moi, j'ai une de mes promotions par un projet qui a complètement foiré. Mais dans ces espaces de tentative, il y a aussi des succès, heureusement. Chez Google, on doit notamment Gmail, Google News ou Street View à ces fameux Hack Days où chacun peut avoir le temps de porter un projet qui n'a rien à voir avec son poste. La semaine dernière, il y avait I.O. qui est donc vraiment la conférence annuelle de Google. C'est vraiment la consécration parce qu'après, ça veut dire que le produit va vraiment développer et être accessible pour tous les utilisateurs, etc. Et il y avait tout un projet qui était présenté sur le Inclusive Camera. Et c'est un projet qui est né il y a 2 ans au sein de mon équipe. Alors, tout revient à cette personne qui un jour s'est rendu compte sur Google Photos que, tu sais, comme on peut regrouper les photos, retrouver les visages, retrouver les chiens, les chats, etc. Et puis se rendait compte qu'en fait, quand il cherchait la photo de sa maman, elle était souvent associée avec d'autres photos de personnes black qui n'étaient pas du tout sa mère. Et donc, du coup, il a vu qu'il y avait un problème ici et il était brand marketer à New York et il a dit qu'il y avait quelque chose à faire ici. Il a vu l'opportunité. Donc, lui, ce qu'il a trouvé de façon très intelligente, c'est qu'il a regroupé plein d'artistes black, des photographes, des filmmakers, etc., qui ont parlé de leur challenge à eux, de bien capter les nuances de peau, de les magnifier, etc. Et il les a mis en face des ingénieurs et ils ont réussi à créer, vraiment à faire avancer le produit de façon significative. Cette longue histoire pour te dire que c'est quelqu'un qui est social media manager de nos marques. Donc, rien ne pouvait imaginer que 2 ans plus tard, son projet serait dévoilé at I.O. par Sundar Pichai. Et ça a pris 2 ans. Et 2 ans, c'est énorme pour beaucoup de gens, mais c'est rien du tout dans le développement d'un produit. Donc ça, c'est chouette parce que ça, c'est le genre d'histoire, c'est génial. Donc, on a ce truc il faut faire son job et puis il faut toujours faire un truc un peu en parallèle. Alors, et ça peut vraiment en perturber plus d'un. Parce que quand on ne sait pas faire ou quand on ne l'a jamais fait, comprendre que cette discussion un peu random autour d'un café va peut-être un jour faire le prochain step. Ce projet que je vais prendre en plus de tout ce que j'ai à faire, alors je croule déjà sous le boulot, va peut-être me donner l'opportunité de toucher du doigt la prochaine innovation. Ça, quand tu l'as jamais vécu, c'est difficile à croire quand même. Et toi, Julie, tu dirais que tu travailles combien d'heures ? Moi, je travaille beaucoup. Quelqu'un un jour m'a dit chez Google, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est marrant, m'a dit Julie, Google is a lifestyle. Donc en fait, tu ne peux pas dire que tu fais du 9h-18h parce qu'en fait, il faut que tu intègres. Ton perso et ton pro sont vraiment de façon assez floue, entremêlés. Donc c'est génial quand tu y penses. Moi, quand je suis arrivée chez Google, et je me suis rendu compte que les gens allaient au milieu de la journée chez le médecin, au spectacle de leur enfant à l'école. J'ai trouvé ça génial. Mais évidemment, la réalité, c'est que derrière, tu vas au spectacle de danse, mais du coup, le soir, tu rattrapes et tu bosses. Je suis incapable de dire le nombre d'heures. Mais je bosse beaucoup. Ce que dit Julie sur sa passion au travail, sur cette veille constante au-delà des heures et des fuseaux horaires, c'est une chose qu'on est beaucoup à vivre, j'imagine. Mais on n'a pas toujours le temps de laisser mûrir nos projets pendant des années.
Le seul boss qui se permette ça que je connaisse, c'est Yale, qui a monté le label Waka Bop avec David Byrne. Il vit aussi à New York, et pour des raisons différentes, ses albums ont souvent dû attendre des années avant de pouvoir sortir, puis de faire un carton commercial inattendu. Because there's not a one except God who owns this world. Son dernier projet s'appelle Promises. C'est une rencontre improbable entre le musicien anglais Floating Points, le vieux saxophoniste Farwa Sanders et le London Symphony Orchestra. Le disque vient de sortir et il est déjà épuisé. Pourtant, tout a commencé en 2015. On a d'abord eu pas mal de conversations autour de gaufres et de poulet chez Roscoe, un resto à Los Angeles. Et puis on a cherché une maison pendant un mois pour enregistrer le disque. On a pensé à Redwood. Et puis finalement, Farwa a dit « Ah non, il y a des serpents là-bas ». Et puis Farwa devait aller à Londres. Alors là, on s'est dit « Bingo ». Floating Points a un studio là-bas. Ils ont d'abord pris un copieux petit déjeuner, puis Farwa a dit « Je suis fatigué, je ne veux pas aller au studio d'enregistrement aujourd'hui ». Le lendemain, il a bien voulu aller au studio, mais il n'a pas pris son saxo. Donc on ne savait pas si ce disque allait vraiment se faire. Et puis ils ont fini par enregistrer bien plus tard à Los Angeles. Et en moins de 10 jours, ils ont créé cet album, Promesse, qui a eu un succès immense. Tout est sérendipité. Peut-être que si ce disque était sorti plus tôt, il n'aurait pas si bien marché, car les gens n'auraient pas été prêts. Ce disque sort après des mois de confinement, et c'est clairement de la sérendipité s'il touche autant. Peut-être que la pause qu'on a tous vécue en 2020 fera donc naître d'autres projets, d'autres succès et d'autres modèles qui placeraient la patience au cœur du travail. En tout cas, on va certainement travailler autrement. Mais où ? Vous voulez qu'on se mette là, dites-moi. Des bottes de paille. C'est génial de voir ça au bureau. Avant, on avait des ruches. Dans le prochain épisode, on verra si nos bureaux et nos espaces de travail du futur seront plus propices à la sérendipité. Tout a été recomposé de manière à ce qu'il y ait en fait 2 tiers de bureaux et 1 tiers de lieux de frottement. Même les couloirs sont composés de banquettes contre les murs. On peut tout à coup croiser quelqu'un, commencer à discuter, puis s'asseoir sur la banquette. Ben oui, ça arrive. Merci d'avoir cru aux surprises de Chasing Serendipity, un podcast d'Élodie Maillot pour Welcome Originals, produit par Paradiso. Rédaction en chef Julien Négui et Tristan Lochon. Production Axel Gobert. Chargé de production Claire Français et Amy Faconnier. Réalisation Alexandre Ferreira. Montage Élodie Maillot. Enregistrement Théo Albaric. Musique Arthur Simonini. Et supervision du projet Benoît Dunègre. On est dans un moment spécial. Je suis troublé parce qu'il y a des amoureux qui s'embrassent en face de nous, c'est vraiment... C'est passionné, hein. Ah oui, hein. Vous voulez qu'on chante ? Peut-être qu'on peut se décaler un peu, on les laisse. Non, je vous suis.